Au secours, au secours. Il faut sauver le processus de dialogue. Le dernier round a eu lieu du 24 au 29 octobre 2018 à Arusha. Depuis, plus un mot, ou presque, seule la société civile semble s'en préoccuper avec son appel au pied fait à l'Union africaine il y a une semaine. Et il y a 2 mois, le facilitateur Benjamin Mkapa a fait son rapport devant l'Union africaine, avouant son échec cuisant, échec causé par le manque de volonté du pouvoir de Pierre Nkurunziza, comme l'ancien président tanzanien, qui a par ailleurs rendu son tablier, l'a dit lui-même. Et la question qui fait mal, avec qui dialoguer si le processus venait à être relancé, puisque l'opposition vole en éclats, prétend ainsi le flanc à Nkurunziza. Et comme si ça ne suffisait pas, le CNC vient d'interdire à tous les correspondants des radios BBC et VOA de leur donner toute information venant du Burundi. Eh bien, aujourd'hui, dans cette 74e édition du Club de la Presse, le SOS va être lancé avec nos invités. Désiré Atungimana, rédacteur en chef de la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Et bienvenue à cette édition. Merci. Nous sommes également avec Emmanuel Ndaïchimiye de la radio Nzamba Agate Kakawe également. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également. Merci beaucoup. On commence par vous, Désiré Atungimana. Qu'est-ce qui cloche réellement à propos de ce dialogue? Ce qui cloche, c'est le manque de volonté du gouvernement burundais. Parce que pour dialoguer, il faut des protagonistes. Et le dialogue a été entamé il y a plusieurs années, je crois en 2016, par le facilitateur Benjamin Mkapa. Il a clôturé ce dialogue, disant que le Burundi a été un obstacle. Il a remis le rapport à l'Union africaine et le Burundi, via son vice-président Gaston Sindimou, qui participait d'ailleurs au dernier round, il a indiqué que le dialogue s'est clôturé, qu'il faut que les Burundais rentrent, qu'il faut qu'ils rentrent parce qu'il y a la paix, il y a la sécurité pour organiser les élections. Mais l'opposition externe surtout, interne aussi, n'est pas d'accord avec le gouvernement du Burundi qui dit que tout va bien, que tout est blanc. L'opposition burundaise réclame toujours le dialogue parce que ils savent, l'opposition sait très bien qu'on ne peut pas organiser des élections dans un pays où il n'y a pas la paix, dans un pays où il y a plus de 500 000 réfugiés, où la classe politique qui constitue l'opposition est à l'extérieur. Ces élections ne sont pas inclusives. C'est pourquoi alors l'opposition, la société civile ont saisi l'Union africaine. Parce que pour eux, il y a l'échec de l'East African Community, il y a l'échec de l'EAC. Et quand il y a échec et quand on n'est pas satisfait, on saisit d'autres instances. Ils ont quitté l'EAC pour saisir l'Union africaine, bientôt pour saisir l'ONU, parce qu'ils ne sont pas satisfaits du tout. Parce que ce qu'ils disent, et je suis d'accord avec eux, parce qu'au Burundi, si on regarde la situation sécuritaire, sociale, économique, c'est pas bien, il n'y a pas une bonne attitude, il n'y a pas une température qui peut accepter qu'il y ait des élections. Ouais. L'ambiance aujourd'hui, oui. La situation aujourd'hui qui prévaut, elle est vraiment morose. Ouais. Et vous l'avez dit, vous avez effleuré la question sur Benjamin Mkapa, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore été remplacé. Oui. Est-ce que ce n'est pas un signe, par exemple, que même l'Union africaine a complètement lâché le Burundi? Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'Union africaine ait abandonné le Burundi. Parce que diplomatiquement, s'il y a quelqu'un parmi les négociateurs qui ne répond pas correctement, on ne l'abandonne pas. Mais on s'approche de lui. Peut-être qu'il y a des approches qui sont en train d'être faites. En coulisses? En coulisses, pour contacter directement, physiquement, le pouvoir de Bujumbura, physiquement Pierre Nkurunziza qui est le responsable de tout ce qui se fait au Burundi. Et à ce moment, personne ne sera
on va le savoir si les négociations redémarrent. Mais aujourd'hui, je suis sûr et certain que l'Occident, l'Union africaine et les Nations unies n'ont pas encore abandonné le Burundi parce que ça serait aussi un échec pour eux. Emmanuel Ndayishimiye, quelle explication donner à cette absence de dialogue aujourd'hui? Bon, l'explication que je peux donner, c'est juste le président Nkurunziza qui fait fi, il fait la sourde oreille. Oui, il fait fi, le conseil des Nations Unies, des exigences des Nations Unies, des exigences de l'Union africaine, hein, qui lui demande de répondre au dialogue inclusif impérativement avant d'aller vers les élections de 2020. Et voilà Nkurunziza qui fait fi, voilà Nkurunziza qui se méfie de tout. Il y a des conséquences sur là. Qui s'enferme complètement. Il s'enferme complètement. Et voilà les conséquences, voilà les retombées sur la population burundaise. Hein? Les retombées ici et là à travers le pays, les libertés politiques, les libertés publiques, les droits fondamentaux sont violés en toute flagrance. Voilà les exactions des gens, des tueries ici et là, voilà les enlèvements, voilà les libertés politiques, les partis politiques qui étaient censés être influents dans le pays, comme le parti CNL, hein, récemment agréé, hein, le parti d'Ogato Gwassa. Ses membres sont malmenés, sont emprisonnés, hein, arbitrairement ici et là à travers le pays. Tout à l'heure, on était en train de... je posais la question à Désiré pour savoir si l'Union africaine, finalement, n'a pas totalement lâché le Burundi. Aujourd'hui, on vient d'apprendre, par exemple, que le ministre de l'Intérieur ougandais vient de mettre le Burundi parmi les pays stables et qu'il demande aux réfugiés qui proviennent de pays stables de retourner chez eux. Est-ce que cela ne risque pas d'empirer cette situation ? Ou plutôt l'impression que le Burundi est effectivement stable et que l'opinion internationale comme l'Union africaine peut le prendre au mot. Franck, mais l'Ouganda n'a jamais compris, ne s'est jamais investi dans la question, dans le conflit burundais, le conflit actuel. Vous voyez le médiateur, Yoweri Museveni, hein? Il n'a jamais manifesté, hein, une volonté pour une solution durable sur la question burundaise. Avoir les 5 rounds de dialogue qui ont échoué. Alors, quand vous parlez de l'Union africaine, plutôt l'Union africaine est en train de faire son possible. Avoir juste les 1000 militaires burundais, hein, qui sont dans le maintien de la paix en Somalie, qui vont rentrer bientôt. Hein, qui sont en train de rentrer. Qui sont en train de rentrer. C'est quoi? C'est la volonté, c'est la décision de l'Union africaine. Pour être précis par rapport aux 1000 militaires dont il est en train de parler, il s'agit de la décision de l'Union africaine de réduire le contingent burundais qui est fait de 5000 hommes dans la MISOM et qui va donc être réduit de 1000 hommes. Donc voilà. Oui. Mais la question, c'est sûr que la décision de l'Union africaine de réduire l'effectif des militaires burundais, ça va affecter, c'est sûr, le pouvoir de Bujumbura. Et c'est l'une des solutions quelque part. Ce sont des mesures diplomatiques qui vont inquiéter Nkurunziza. Peut-être que demain après-demain, il va répondre au dialogue inclusif. Et donc, pour vous, c'est un bon signe? Oui, c'est un bon signe. Désiré, aujourd'hui, le contexte qui prévaut, c'est également l'opposition qui vole en éclat avec le Sénarède, dont les partis qui l'ont composé, pour la plupart, se sont retirés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quelqu'un qui peut effectivement dialoguer avec le pouvoir de Bujumbura, étant donné que l'opposition est décomposée? Oui, il y a des problèmes au sein du Sénarède. Ça, c'est évident. Parce que il y a une partie qui est derrière le docteur Jean Minani et il y a une autre partie qui est partie, on ne sait pas où. Parce qu'il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas d'organisation qui représente. Ils sont partis, on attend. Mais donc, pour dire en fait que ceux qui se sont retirés, pour l'instant, n'ont pas encore donné une alternative par rapport au Sénarède. Jusqu'aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais je pense quand même qu'ils ne se sont pas retirés pour faire une promenade, oui, pour faire échouer Jean Minani uniquement. Je pense qu'ils sont
partis quelque part pour organiser quelque chose qui ressemble au Sénarède parce que ce sont toujours des membres de l'opposition. Mais dialoguer, même s'ils sont divisés, il reste des politiciens burundais et il reste des opposants au pouvoir de Bujumbura. Alors, avec qui dialoguer? Il y a beaucoup de monde qui peuvent dialoguer avec Nkurunziza, même si le Sénarède est divisé. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'aller au dialogue avec des objectifs différents? Je crois bien parce que quand vous formez un groupe, et quand ce groupe se divise, c'est-à-dire qu'il y a des avis qui ne sont pas partagés. Mais, à ce que je sache, jusqu'aujourd'hui, ces gens sont de l'opposition. S'ils partent dans des négociations, s'il y a négociation un jour, et qu'ils partent en deux groupes, et qu'ils aillent réclamer quoi que ce soit, pour le bien des réfugiés, pour le bien de l'opposition, moi, ça ne me gêne pas. Mais je souhaiterais que l'opposition soit unie, mais qu'il soit divisée, mais qui reste opposé au pouvoir de Bujumbura, pour moi, ça ne me gêne pas. Emmanuel, est-ce que cette situation d'une opposition qui vole en éclats, qui se déchire, ne donne pas finalement raison à Nkurunziza qui rechigne à aller au dialogue? Effectivement, les divisions intestines au sein, par exemple, de la plateforme de l'opposition, le Sénarède, qui était censé, et juste cette plateforme où se trouvent les vrais protagonistes de Nkurunziza. Mais ils sont en train de se déchirer. Vous voyez, comme le Désiré l'a dit, vous voyez les nombreux des membres du Sénarède, des composants du Sénarède, se sont retirés, ils se retirent encore, ils se retirent toujours. Sauf que Désiré ne voit pas les choses complètement... les choses ne sont pas complètement noires pour lui. Non, ce qui est sûr, c'est que la question inquiète l'opinion tant nationale qu'internationale. Parce que c'est le Sénarède qui était censé de dialoguer avec le pouvoir de Bujumbura. Et voilà, même ceux qui se retirent, on ne voit pas leur sort. Tout ça inquiète. Tout ça inquiète. S'ils se retiraient pour mener cette lutte politique, mener à bien cette lutte politique. Mais leur sort, on ne voit pas. Est-ce que ça ne peut pas être un avantage si le dialogue était relancé et qu'il y avait une voix plurielle que d'avoir une seule voix de la part du Sénarède et qu'il y ait plusieurs voix contre le pouvoir de Bujumbura? Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais comme vous le dites, mais la diversité fait de l'harmonie. S'il y avait ces dissensions, mais que chacun poursuit cette lutte politique pour dans le même sens, dans le même sens pour le retour de la paix au Burundi. Cette lutte politique juste pour faire face à la tête dure de Pierre Nkurunziza. Ça serait mieux. Mais apparemment, ils se retirent juste pour se retirer, pour s'amuser apparemment, parce que leur sort n'est pas évident. Enfin, pour s'amuser, est-ce que vous n'allez pas trop loin, étant donné qu'ils n'ont encore rien dit? C'est sûr qu'avant de se retirer, ils avaient envisagé quelque chose. Peut-être qu'ils sont en train de s'organiser pour mieux communiquer par la suite. C'est pas évident. En tout cas, Franck, ces dissensions, ces divisions intestines au sein de Sénarède inquiètent la population, inquiètent tout le monde. Qui pour assurer la médiation désirée? Est-ce qu'il faut encore, toujours, compter sur la communauté est-africaine? Je ne pense pas. Parce que l'opposition, la société civile a dit sans mâcher les mots que l'EAC a échoué. Si quelqu'un a échoué, ils ont d'ailleurs saisi l'Union africaine, les Nations unies, pour qu'ils prennent la relève. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de comment la médiation a été organisée, a été pilotée. Et je pense que, moi aussi, je pense que il est temps que l'Union africaine prenne les choses en main. Parce que l'EAC, je ne sais pas si c'est à cause de la proximité que l'EAC n'a pas voulu s'engager réellement, bousculer le président burundais qui
visiblement bloqué la chose. Mais le YAC n'a pas agi, et c'était d'une façon adoucissante, c'était pas pour convaincre. Parce que, souvenez-vous, en 1996, quand Boyoye a fait un coup d'État, le YAC a pris réellement l'engagement. Ils ont même pris des sanctions pour le Burundi. Mais aujourd'hui... Avec l'embargo. Oui, avec l'embargo qui a... Je pense qu'il y a d'ailleurs... Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Est-ce que la situation n'est pas inquiétante? Je pense qu'elle est... Visiblement, le pays même du médiateur n'est pas de cet avis, étant donné que le ministre de l'Intérieur vient de déclarer le Burundi parmi les pays stables, et que les réfugiés qui viennent de pays stables, comme le Burundi, comme le Rwanda, doivent retourner chez eux. Est-ce que ce n'est pas encore plus inquiétant? Premièrement, ce n'est pas à ce ministre ougandais de proclamer la sécurité au Burundi. Parce qu'il n'a pas le baromètre pour voir réellement si la sécurité au Burundi est garantie. Il y a, à l'Union africaine, il y a des commissions qui sont chargées de ça. Et au niveau de l'ONU, il y a des commissions qui sont chargées de ça. Au niveau des commissions des Nations Unies, il y a des gens qui ont la capacité et la compétence de mesurer la sécurité d'un pays. Mais est-ce qu'un ministre ougandais a cette latitude de venir, de publier dans les médias que la sécurité est totale au Burundi? Non, je ne pense pas. Surtout avec la position de l'Ouganda dans la crise burundaise comme médiateur. Ce n'est même pas la première fois que l'Ouganda dit que la sécurité est totale au Burundi, et qu'ils ont même voulu pousser les réfugiés à rentrer, mais heureusement, ils sont encore en Akivalé. Et je pense que l'Ouganda ne devrait pas s'immiscer beaucoup dans les affaires du Burundi. Il faut laisser l'Union africaine, il faut laisser les Nations Unies, laisser les YAC constater les choses. Mais je pense, à ce moment, il montre un côté penchant. Et c'est ce côté penchant que les politiciens burundais ont toujours déploré du côté du médiateur Museveni. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs ils ont saisi l'Union africaine, ils ont saisi les Nations Unies, parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de comment ces négociations ont été pilotées. Et quand tu te penches quelque part, la balance aussi penche. Absolument. Emmanuel, comme si cela ne suffisait pas, je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, le gouvernement, par le biais du CNC, vient de prendre la décision d'interdire à tout correspondant des radios BBC et VOA de livrer toute information en provenance du Burundi, des journalistes œuvrant au Burundi. Est-ce que les choses ne risquent pas aujourd'hui de se passer à huis clos? Oui, Franck, moi aussi je viens d'apprendre juste cette décision du Conseil national de communication. Mais c'est quoi? C'est toujours la dérive et totalité de Nkurunziza qui se poursuit. Une décision qui va enfoncer le peuple burundais dans quoi? Oui, dans l'idiotie, dans quoi? Une décision qui va bloquer cette liberté d'expression qui avait déjà été affectée. Par quoi? Par la destruction des médias privés. Donc c'est quoi? Et l'exil naturellement conséquent des journalistes. Il y a des conséquences sur les journalistes. Alors, c'est déplorable, c'est juste la dérive de Pierre Nkurunziza qui continue à se manifester. Et ça va toujours affecter, ça va toujours donner des retombées, vont se manifester sur la population burundaise, qui ne sera plus à mesure d'avoir une information bonne, une information équilibrée, une information sûre, bon, surtout dans ces jours, dans ce contexte sociopolitique qui se dégrade dans ce pays. Oui. Et donc pour vous, on n'aura plus aujourd'hui qu'un seul son de cloche? En tout cas, ce sont les deux médiums, la BBC et la Voix d'Amérique, qui fournissaient, qui donnaient l'information à la population burundaise actuellement. Parce que les autres radios ont été fermées. Bon, aujourd'hui, la population burundaise
va s'enfoncer dans la misère, c'est comme ça. On savait déjà, Désiré, que par exemple France 24 et d'autres médias internationaux étaient déjà interdits sur le sol burundais. Vous avez travaillé pour la VOA et comment est-ce que vous avez accueilli cette décision du CNC qui vient naturellement sans doute enfoncer le clou? C'est triste pour les journalistes qui travaillent pour ces médias. C'est triste pour les Burundais. C'est une honte pour le pays. Parce que, souvenez-vous, lorsque le Burundi a organisé la Constitution, c'était, je crois, en juillet de l'année passée, si je ne me trompe pas, ces radios ont été fermées. Ils ont été fermés pourquoi? Parce qu'il y avait des choses à cacher. Quand il y a des choses à cacher, on interdit aux journalistes étrangers, on interdit aux radios étrangères de diffuser. Pourquoi? Parce que ils savent très bien, je dis, les dirigeants burundais, que la radio nationale ne peut pas publier ce qui n'a pas été validé par eux-mêmes. La radio Isanganiro qui est là, ça joue le rôle des médias privés, mais ils sont aussi censurés. Rema FM, c'est un médium du parti au pouvoir. Et aujourd'hui, on interdit aux seuls médias étrangers qui restaient au Burundi et qui émettaient sur l'onde courte, sur les ondes courtes. Ils émettaient déjà sur les ondes courtes. Mais aujourd'hui, les autorités burundaises viennent d'empêcher aux journalistes correspondants de ces radios qui sont basés au Burundi, ou bien à l'étranger, ou bien aux étrangers qui travaillent pour ces radios, qui sont sur le sol burundais, de diffuser directement ou indirectement. C'est-à-dire que c'est vraiment déplorable pour la liberté de la presse au Burundi. Aujourd'hui, personne ne saura ce qui se fait au Burundi. On peut tuer quelqu'un ici ou là, sans toutefois que cela soit relayé par les médias. Aujourd'hui, la population burundaise qui écoutait ces radios, qui donnait des avis, parce que je sais qu'à la VOA, par exemple, il y avait une émission interactive où la population s'exprimait librement. Mais aujourd'hui, cette population, ces idées de la population burundaise sont anéanties. Il y a une contradiction dans ce que vous dites, étant donné que les médias en exil comme la RPA, comme Inzamba Gatekakawe, comme la Télé-Renaissance parviennent à avoir des informations du Burundi. Est-ce que la VOA, la BBC ne vont pas œuvrer de la même manière pour accéder à la même information? Je pense que c'est trop différent. Parce qu'on a dit même que c'est strictement interdit d'informer indirectement. Travailler indirectement, c'est quoi? C'est par exemple des gens qui se trouvent à Washington ou à Londres, des journalistes qui sont à Washington, à Londres, ne peuvent pas contacter ces correspondants qui étaient sur place pour qu'ils donnent de l'information, parce que c'est indirectement, c'est donner l'information d'une façon indirecte. C'est interdit totalement. Aujourd'hui, Franck, c'est terrible pour le Burundi parce que ces radios, ils ont facilité beaucoup. Ils ont aidé le Burundi à entrer en démocratie. Ils ont aidé le Burundi à communiquer avec son peuple. Aujourd'hui, on empêche au peuple burundais de connaître ce qui se passe dans son pays. Aujourd'hui, on empêche au monde entier de suivre ce qui se passe au Burundi parce que d'autres médias sont contrôlés, sont censurés, je dirais, n'existent même pas parce qu'ils existent de nom. Ils existent de nom, c'est ça. C'est malheureux pour la presse au Burundi. On était arrivé à une étape où on était apprécié de par le monde. Oui, le Burundi, les journalistes burundais étaient une préférence, une référence. La presse burundaise, partout en Afrique, on voulait copier ce qu'on a fait, comme la synergie des médias. Absolument. On voulait copier partout, on voulait copier la presse burundaise, on voulait copier ce qui se faisait au Burundi. Mais aujourd'hui, on va rétrograder comme dans tous les domaines. Le Burundi, je pense qu'il est fier de se voir classé dernier dans tous les domaines.
C'est malheureux. Oui, visiblement, avec ces décisions du CNC, du gouvernement pour dire ainsi, vient obscurcir encore plus le ciel burundais. Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir, selon vous, Emmanuel? Pour moi, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Pourquoi? Vous voyez, ce sont les deux radios, comme Désiré l'a évoqué, ce sont les deux radios aujourd'hui qui donnaient des informations fiables, bien fouillées, des informations réelles. Alors, quelles sont les radios privées qui vont rester dans ce pays? Après, juste la fermeture de la BBC et de la VOA. En tout cas... Et donc pour vous, tout le peuple burundais n'a qu'à se suicider? Non, non, se suicider c'est autre chose, c'est pire ça. Mais ce qui est sûr, c'est quoi, Franck? Même la radio Isanganiro, qui est censée être une radio privée, tout journaliste de la radio Isanganiro qui va tenter de donner une information équilibrée, bien fouillée, une information réelle. C'est la censure. Après la censure sera pourchassée, voire même tuée par ce gouvernement. Par ce gouvernement. Pour dire quoi? Demain après-demain, le gouvernement va se retrouver avec deux radios. La radio nationale, RTNV, et la radio RIMA FM pro-gouvernementale. Et voilà. Que dire en dernier pour quelque chose de positif quand même? Positif, sûr. Oui, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, l'arrêt du processus de dialogue, la fermeture des radios, est-ce que tout est complètement noir ou il y a quelque chose de positif que tu peux voir avec l'espoir pour la survie du peuple burundais? Moi, l'espoir, je place l'espoir juste à la communauté internationale. À la communauté internationale, juste pour poursuivre les sanctions sur Burundi, pour intimer l'ordre au gouvernement burundais pour répondre au dialogue inclusif. C'est le dialogue inclusif qui sera réponse, qui va trouver une solution pour toutes ces questions. Et la question du dialogue, et la question des médiums, la question des médias au Burundi. Désiré, on termine avec vous. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir que les choses puissent bouger au Burundi un jour, d'ici peu, ou à court ou long terme? Si les Burundais le veulent bien, il y a espoir. Et je ne suis pas d'accord avec Emmanuel, parce que moi je ne compte pas sur la communauté internationale, je compte sur la volonté des Burundais eux-mêmes. Si les Burundais veulent que le Burundi change, ils sont capables. Il suffit de voir ce qui se passe ailleurs. Il y a des Bouteflika aujourd'hui qui est en difficulté. Il y a des pays comme il s'est résigné. Oui, pour, il y a le Burkina Faso. Si le peuple burundais veut réellement trouver espoir, veut réellement que le Burundi soit un Burundi pour tous, ils sont capables de le faire. Il faut qu'ils refusent la dictature. Et donc il se lève contre, contre la dictature. Il faut qu'ils se lèvent contre la dictature. S'ils veulent suivre le pouvoir de Bujumbura, s'ils veulent acclamer toujours le pouvoir de Bujumbura, l'espoir, ils seront en train de creuser leur tombe. Oui? Mais si, je répète, si les Burundais veulent un bon avenir pour le Burundi, ils sont capables de le faire. Il suffit de regarder ailleurs comment ça se fait. Mais la communauté internationale viendra quand les Burundais auront déjà tracé leur route. Mais vous disiez vous-même tout à l'heure que la communauté internationale était incontournable, notamment l'Union africaine, dans le processus de dialogue. Oui. Parce que le Burundi n'est pas un îlot. Oui, le Burundi n'est pas un îlot. Il faut collaborer avec l'Afrique, avec les Nations Unies, mais ce n'est pas à l'Union africaine, ce n'est pas aux Nations Unies de trouver la solution pour l'avenir du Burundi. L'avenir du Burundi appartient aux Burundais. N'empêche, vos points de vue sont quand même assez complémentaires avec l'espoir sur la communauté internationale et vous qui passez votre espoir sur le peuple burundais. Et c'est par là que prend fin cette 74e édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Emmanuel Ndayishimiye et Désiré Atungimana, respectivement journaliste et rédacteur en chef à la radio Inzamba Agate Kakawe. Un grand merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.